Affaire uranium Guetta, rapport parallèle à la commission d'enquête parlementaire. Réaction à suivre dans ce journal. La fête des travailleurs du monde entier, c'est dans 2 jours. Ici à Niamey, les centrales syndicales mettent les bouchées doubles pour préparer cette fête au niveau de leurs centrales respectives. Merci d'être sur la télévision Ladbari pour suivre ce journal de ce jour, vendredi 28 avril 2017. Pour débuter ce journal, cette pensée particulière à notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, qui va passer sa 30e nuit de détention à la maison d'arrêt de Niamey. Baba Alpha, son père âgé de 70 ans et Omar Sidi, tous poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique dans l'établissement des pièces d'état civil. Courage donc à notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, qui passe aujourd'hui sa 30e nuit à la maison d'arrêt de Niamey. Cela dit, les membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate ont rendu public 2 rapports parallèles. Cependant, ces 2 rapports ne disent pas la même chose pour la même affaire. Détail dans cet élément. Une affaire, une commission d'enquête parlementaire, 2 rapports différents. Le premier est celui des députés de la majorité, membres de la dite commission. Le 6 décembre 2011, selon Hamma Amadou, DG de Sopamine à l'époque des faits, suite à son audition et à sa déclaration sur l'honneur, une réunion s'est tenue l'après-midi du 6 décembre 2011 au cabinet du président de la République du Niger, dans le bureau du directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Al-Kash Al-Hada, en sa présence. Il a été demandé à M. Hamma Amadou, dans le cadre des modalités d'assistance financière à la sécurisation des activités uranifères au Niger, d'établir un mandat du directeur général de la Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine SA, au directeur de cabinet du président de la République, M. Hassoumi Massaoudou, lui permettant d'ouvrir un compte au nom de Sopamine SA à Paris. Ils ont également souligné l'urgence de ces directives. Ensuite, le 8 décembre 2011, ouverture par le ministre Hassoumi Massaoudou d'un compte en dollars à l'agence centrale BNP Paribas, un boulevard Haussmann Paris, titulaire de compte Sopamine SA sous couvert du directeur de cabinet du président de la République. Ensuite, le 9 décembre 2011, virement en crédit du compte BNP d'un montant de 320 649 942 $ US de la filière Areva Uran G-Self a transféré 320 millions sur le compte ouvert par le directeur de cabinet. Le 14 décembre, établissement d'un mandat écrit par le DG de Sopamine en faveur du directeur de cabinet du président de la République. Ensuite, le 15 décembre 2011, donc le directeur général de Sopamine a envoyé le mandat par mail au directeur de cabinet. Toujours le 15 décembre 2011, il y a eu un virement de transfert d'un montant de 319 825 000 $ US du compte de Sopamine logé à BNP Paribas vers le compte de Optima Energy Offshore à Dubaï. Le second, c'est le rapport des députés de l'opposition de la commission d'enquête parlementaire qui demande la mise en accusation du ministre Hassoumi Massaoudou. Le directeur de cabinet du président de la République, Hassoumi Massaoudou, reconnaît avoir signé un ordre de virement de près de 200 milliards de francs CFA du compte de Sopamine à BNP Paribas dans un compte à Dubaï. Le directeur de cabinet du président de la République reconnaît avoir signé sur la facture adressée à Sopamine par Optima Energy. Le directeur général de la Sopamine au moment des faits, M. Amadou Hamma, reconnaît avoir donné mandat au directeur de cabinet du président de la République, Hassoumi Massaoudou, le 14 décembre 2011, après avoir été convoqué au cabinet du directeur de cabinet adjoint le 6 décembre 2011. Le directeur général de la Sopamine, M. Hamadou Hamma, ne conteste pas sa signature sur le document attestant que les fonds appartiennent à la Sopamine, mais dit ne pas se souvenir avoir fourni un tel document. Toujours selon lui, à la demande de la présidence de la République,
2 chèques ont été émis le 19 janvier 2012 d'un montant de 300 millions et le 20 janvier 2012 d'un montant de 77 millions à travers les retombées de cette opération. Il dit n'avoir jamais manipulé le compte, n'avoir jamais tiré un profit personnel et que tout ce qui se serait fait antérieurement au 14 décembre 2011 n'est pas fait avec lui. Le directeur de cabinet du président de la République, Hassoum Massa Oudou, est revenu sur certains aspects de sa conférence de presse qu'il dit avoir tenu de mémoire en dépit de la gravité de l'affaire et l'émoi suscité au sein de l'opinion. L'ancien PCA de la Sopamine n'a jamais eu connaissance de cette affaire avant qu'elle ne soit révélée par la presse. La commission n'a fait aucune démarche visant à obtenir le relevé du compte de la Sopamine chez BNP Paribas. Ces 2 rapports viennent ainsi de mettre les millions de Nigériens dans le doute. Ces citoyens qui attendent impatiemment de connaître la suite réservée à l'affaire Uranium Gate doivent encore prendre leur mal en patience. L'affaire est loin de trouver son épilogue. La commission d'enquête parlementaire mise à cet effet a échoué. Peut-être le procureur de la République, saisi par les organisations de la société civile à qui il a demandé une caution de 20 millions de francs CFA, viendra étancher la soif des Nigériens sur cette affaire. Et puis toujours avec cette publication de 2 rapports sur l'enquête sur l'affaire Uranium Gate a suscité de vives réactions. Celle de l'acteur de la société civile nigérienne, Lawali Boubacar. On a écouté le délai de l'enquête, on sort un rapport et ce rapport-là, ma foi, il a amputé toute la vérité et il a créé un autre scandale. Le premier scandale, c'est que en écoutant l'opposition comme la majorité, les 200 milliards n'appartiennent pas au Niger. Alors, ça veut dire que Areva, qui a mis déjà en examen le PDG adjoint au niveau du tribunal de Paris, a raison, qu'il y a eu des mouvements sur le compte d'Areva et on l'accuse d'avoir fait des mouvements illicites. Ça veut dire que l'affaire a déjà pris une ampleur. Là, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est que le ministre Hassoumi, directeur de cabinet en son temps du président de la République, reconnaît avoir ouvert le compte, il reconnaît avoir fait le transfert sur Dubaï, il reconnaît avoir émis des chèques. Un, le 19 janvier de 300 millions, un autre de 117 millions, d'où le contraste entre les 800 millions déclarés et qui ont fait l'objet de plusieurs salives, de plusieurs plumes, que personne n'a parlé. Il a fallu cette commission-là pour que le ministre dise que non, il s'est trompé. Ce qu'il y avait dans sa tête, c'était 800 000 $, ce n'est pas 800 millions de francs CFA. Imaginez, et là c'est le véritable scandale. C'est le ministre lui-même en question. Il dit non, c'est les 800 là qui sont dans ma tête. Donc 800 000 $, c'est ça qui est dans ma tête, c'est pourquoi on a parlé de 800 millions. Mais dans la vérité, il y a 2 chèques, un de 300 millions, un de 77 millions. À qui a profité l'argent, on n'a qu'à aller regarder. De l'autre côté, c'est que du moment où Areva elle-même, elle condamne et elle met en examen une des premières personnalités de l'institution pour avoir fait des mouvements illicites sur le compte d'Areva, ça veut dire qu'Areva n'a pas cautionné cela. Deuxièmement, il y a un conseil d'administration à la Sopamine. Le président du conseil d'administration n'est pas associé à l'affaire. Ensuite, le directeur général de la Sopamine en son temps, M. Hamahamadou, ne reconnaît pas, il dit les faits antérieurs à la date du 14 décembre. Il dit qu'il ne se rappelle pas du document fourni par rapport à la dernière opération. Mais également, il dit qu'il n'a tiré aucun profit de cette opération-là. Cependant, il a donné mandat au directeur de cabinet, donc le ministre Massa Oudou, pour qu'il puisse agir au nom de la Sopamine. Au nom de quoi? Un directeur de cabinet, qui est le fils du président de la République, peut agir au nom d'une société pendant que la société, c'est une nomenclature. Elle a un PCA, elle a son conseil d'administration, il y a un directeur général et il y a quand même des directeurs et des agents qui animent cette boîte-là. On ne peut pas, si aujourd'hui c'est permis, ça veut dire tout simplement qu'au niveau de la présidence comme de la primature, les directeurs de cabinet peuvent donner des instructions à des sociétés à aller faire des opérations. Et ces opérations, vous savez, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à une république bananière. Rendez-vous à la fin de cette édition pour suivre l'intégralité de cette interview que nous a accordé l'acteur de la société civile Lawali Boubacar relativement au rapport d'enquête parlementaire.
Et puis, c'est prévu de grève de 2 jours du syndicat national des agents des finances. 2 jours de grève à compter du jeudi 4 mai et vendredi 5 mai prochain. Une grève pour exiger du gouvernement le respect strict de l'arrêt numéro 21/17 du Conseil d'État à travers l'élaboration d'un nouvel arrêté conforme à l'esprit et à la lettre du dit arrêt. L'annulation des décisions numéro 489 et 490 du 26 avril 2017 déterminant les parts de la ristourne revenant aux différentes administrations du ministère des Finances du mois de mars 2017. C'était là donc le préavis de grève de 48 heures déposé par le syndicat national des agents des finances à compter du 4 mai prochain. Difficile d'exercer le métier d'éditeur ces derniers temps au Niger. Dans leurs activités, les éditeurs ne sont pas du tout soutenus. Ils sont laissés à eux-mêmes. Certains ne cachent pas leur mécontentement. Suivez leur réaction dans ce reportage signé Nafissa Hassan et Aboubakar Souley. Au Niger, le métier d'éditeur est connu généralement dans la production des documents scolaires et pédagogiques. Un métier qui a vu le jour depuis longtemps, mais qui malheureusement rencontre d'énormes problèmes ces dernières années. Quelques difficultés, c'est au niveau de surtout au niveau du manque de politique nationale du livre et le fait que la politique nationale du livre manque dans notre pays et ça fait qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Trop de conflits d'intérêts autour du livre, surtout autour du manuel scolaire. Et à ce niveau, depuis plus de 20 ans, il y a eu plusieurs associations des éditeurs qui ont fait plusieurs tentatives de remédier à ces problèmes, mais malheureusement, nous continuons à vivre les mêmes situations. Un problème fondamental que nous sommes en train de vivre actuellement. J'avais assisté le vendredi 14 mars à une ouverture des assises de l'approbation de certains manuels scolaires édités par une association nigérienne de la promotion des enseignements des mathématiques, de physique et des sciences. Et ce que je peux relever à ce niveau, c'est qu'il y a eu des facteurs de contre-valeur qui partent à l'encontre de la modernisation de l'économie fournie par le président de la République. Pour être plus précis, l'acte posé le vendredi qui j'ai suivi, effectivement, c'est un acte un peu plus grave parce que les éditeurs n'ont pas été informés. Tous les éditeurs n'ont pas été informés. Et parmi les représentants, nous n'avons pas vu la présence du ministère de la Culture, qui est notre tutelle. En seconde position, au cours de l'exécution du programme, on était confrontés à un problème de conflit d'intérêts. Au vu de tout ce qui précède, les éditeurs lancent cet appel. Les autorités devront faire en sorte qu'il y ait une politique nationale de livre qui va décider vraiment du sort du livre au Niger et de créer des comités vraiment d'équité pour donner à tous les acteurs vraiment la chance vraiment de compétir. Ainsi, les maisons d'édition du Niger et les autorités du tutelle se doivent de trouver ensemble des solutions adaptées pour définitivement résoudre ce problème. C'est l'un des titres de ce journal. Les travailleurs du Niger, à l'instar de ceux du monde, se préparent activement pour la fête des travailleurs dans 2 jours. Ici à Niamey, au niveau des différentes centrales syndicales, les préparatifs vont bon train. Constat de nos reporters Nafissa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. En prélude au 1er mai, déclaré la fête des travailleurs dans le monde entier, les centrales syndicales des travailleurs du Niger sont en plein dans les préparatifs et demeurent confiantes quant à la bonne marche de cette fête. Il faut dire à l'USTN, nous sommes à pied d'œuvre pratiquement depuis 2 bons mois pour préparer cette fête. Aujourd'hui, tous les éléments constitutifs
des manifestations commémoratives de cette fête-là sont fin prêts. Il faut dire que le journal est sous presse, nous l'espérons en tout cas aujourd'hui même, pour pouvoir l'envoyer à l'intérieur du pays. Les uniformes ont été pratiquement rendus publics il y a un mois. On les a ventilés à l'intérieur du pays, dans toutes les régions. Donc les camarades ont dû s'en approprier pour coudre. En ce qui concerne les aspects matériels de l'organisation elle-même, donc en tout cas les syndicats affiliés en relation avec l'UGTN, donc la deuxième centrale avec laquelle nous défilons, nous sommes pratiquement actuellement même en une réunion, à la dernière réunion préparatoire. C'est pour dire qu'en tout cas tous les troupes ont été préparées pour cela. Vraiment toutes les dispositions sont prises et nous sommes fin prêts. Le comité d'organisation qui a été mis en place a déjà tenu plusieurs réunions. Et comme l'année dernière, le point de départ de notre défilé, c'est la cité chinoise pour atterrir à la devanture du stade général Saint-Fouquier. Pourquoi la cité chinoise? Vous vous rappelez que notre confédération a transféré son siège social et national du quartier complexe au quartier cité chinoise. Donc, le point de départ va être la devanture du siège, comme je l'ai dit tantôt, pour atterrir comme d'habitude à la devanture du stade général Saint-Fouquier. Et à ce effet, tous les syndicats affiliés sont déjà en préparation pour participer massivement à cet important défilé auquel nous invitons l'ensemble des populations de Niamey en général et particulièrement les populations situées sur notre trajet de parcours. Une fête qui survient pendant que les fonctionnaires nigériens traversent des périodes plutôt difficiles. C'est dommage quand même que les travailleurs vivent une situation des plus difficiles aujourd'hui. Nous sommes à la veille du 1er mai et vous voyez que on est le dernier jour où malheureusement les salaires du mois d'avril ne sont pas faits. Donc ça veut dire que depuis belle lurette, nous avons oublié les fêtes de travail sans salaire. Cette année, malheureusement, on risque de fêter sans salaire. Et ce serait un coup en tout cas dur pour les travailleurs qui aimeraient bien avoir le minimum pour pouvoir savourer cette fête-là avec leur famille. C'est bien dommage. Le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une fête célébrée dans plusieurs pays du monde et marque la célébration des combats des travailleurs et travailleuses en lien aux événements tragiques de Chicago. Les pays du monde entier se préparent aussi pour célébrer la première édition de la Journée internationale du Slam demain 29 avril 2017. Malheureusement, ici au Niger, les slameurs ont décidé de reporter les activités à cause des événements du 10 avril dernier. Explication avec un des organisateurs. En principe, on devait faire un événement pour marquer cette journée comme il se passe dans tous les pays, notamment au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali et je passe. Mais au Niger, on a eu malheureusement un problème, c'est que la plupart des slameurs sont en grande majorité des étudiants. Et vu ces derniers temps, on a trouvé ça un peu délicat de convier des étudiants pour faire une manifestation. Néanmoins, le 4 mai, on aura une scène slam au centre culturel Jean Rouge. Et voilà. On invite tous les amateurs et tous les mélomanes du slam à venir participer à cet événement. Le slam, c'est vrai, il y a longtemps que le slam est venu en Afrique, mais que beaucoup de gens ne savaient pas c'était quoi. On a une seule figure ici qui est vraiment connue, qui est Jonel, avec qui on a initié le fiche Goni. Mais maintenant, de plus en plus, le slam a évolué. Il y a la naissance du collectif Plume du Sahel qui mène des événements les premiers jeudis de chaque mois, dont le 4 mai que je viens de citer. On va peut-être sauter le mois de juin à cause du mois béni du Ramadan. Mais voilà ce que le slam a vécu comme cursus ici au Niger. Quels sont les différents messages véhiculés à travers le slam? Bon, dans le slam, chacun révèle ses ressentiments, ce qu'il ressent. Ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être des problèmes familiaux, éducatifs. C'est avant tout la poésie, le slam. C'est avant tout de la poésie, donc chacun donne son ressentiment. Voilà. C'est une façon d'extérioriser ses sentiments et sa vision du monde. Voilà. Vous avez un dernier mot?
Un dernier mot, oui, je souhaite que l'année prochaine ou aux prochaines éditions, que le Niger brille par une vraie prestation comme il se fera dans tous les autres pays. Il a réagi après la publication de 2 rapports par les membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Uranium Gate. C'est l'acteur de la société civile Lawali Boubacar qui demande la manifestation de la vérité dans cette affaire. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Il faut d'abord partir de l'affaire elle-même. L'affaire Uranium Gate, comme l'a surnommé un de vos confrères de la place. Où est-ce que le document confidentiel est sorti? Qui a sorti le document? Ça, c'est la question la plus importante sur laquelle il faut attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Dans tous les cas, quelque chose qui s'est passé au cabinet du président de la République, si ça se retrouve dans la rue, si ça se retrouve dans le marché, ça veut dire tout simplement que quelque part, il y a quand même une intention de faire connaître aux Nigériens ce qui se passe. Maintenant, nous sommes partis de cette information avec documents à l'appui dans le journal Le Courrier. Et cette affaire a pris de l'ampleur et les Nigériens ne se sont jamais indignés, ne se sont jamais inquiétés, ne se sont jamais posé des questions par rapport à certaines pratiques, si ce n'est que cette fois-ci. Parce que là, c'est trop. Après le prêt congolais, après le prêt Exim Bank, après tous les scandales qu'on a connus en l'espace de 6 ans de la gestion de la 7e République, je pense que cette fois-ci, au moins, les Nigériens auraient dû avoir le droit à la vérité. On met une commission en place de 10 députés qui sont des élus du peuple et qui ont un mandat impératif, qui doivent donc du respect d'abord à ceux qui les ont élus, mais à l'ensemble du peuple nigérien. Ils doivent du respect. Et au nom de ce respect-là, les députés devraient travailler collégialement et montrer en tout cas, la confiance que le peuple a placée en eux, qu'ils sont en train de la payer, qu'ils sont en train de la rendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient en catimini, on écourte le délai d'abord des travaux de cette commission-là. En écourtant le délai, c'était parce que tout simplement il y a des contre-vérités qui étaient très gênantes. Et on connaît qui est le président de l'Assemblée nationale du point de vue échiquier politique, du point de vue géopolitique, et on connaît ceux qui sont impliqués dans l'affaire, en tout cas de par toutes les informations qui sont sorties dans les journaux et qui sont sorties également après l'enquête. Donc on a écourté le séjour, le délai de l'enquête, on sort un rapport, et ce rapport-là, ma foi, il a amputé toute la vérité et il a créé un autre scandale. Le premier scandale, c'est que en écoutant l'opposition comme la majorité, les 200 milliards n'appartiennent pas au Niger. Alors, ça veut dire que Areva, qui a mis déjà en examen le PDG adjoint au niveau du tribunal de Paris, a raison, qu'il y a eu des mouvements sur le compte d'Areva et on l'accuse d'avoir fait des mouvements illicites. Ça veut dire que l'affaire a déjà pris une ampleur. Là, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est que le ministre Hassoumi, directeur de cabinet en son temps du président de la République, reconnaît avoir ouvert le compte, il reconnaît avoir fait le transfert sur Dubaï, il reconnaît avoir émis des chèques. Un, le 19 janvier de 300 millions, un autre de 117 millions, d'où le contraste entre les 800 millions déclarés et qui ont fait l'objet de plusieurs salives, de plusieurs plumes, que personne n'a parlé. Il a fallu cette commission-là pour que le ministre dise que non, il s'est trompé. Ce qu'il y avait dans sa tête, c'était 800 000 $. Ce n'est pas 800 millions de francs CFA. Imaginez, hein, et là c'est le véritable scandale. C'est le ministre lui-même en question. Il dit non, c'est les 800 là qui sont dans ma tête. Donc 800 000 $, c'est ça qui est dans ma tête, c'est pourquoi on a parlé de 800 millions. Mais dans la vérité, il y a 2 chèques, un de 300 millions, un de 77 millions. À qui a profité l'argent? On n'a qu'à aller regarder. De l'autre côté, c'est que du moment où Areva elle-même, elle condamne et elle met en examen une des premières personnalités de l'institution pour avoir fait des mouvements illicites sur le compte d'Areva, ça veut dire qu'Areva n'a pas cautionné cela. Deuxièmement, il y a un conseil d'administration à la Sopamine. Le président du conseil d'administration n'est pas associé à l'affaire. Ensuite, le directeur général de la Sopamine en son temps, M. Hamadou, ne reconnaît pas, il dit les faits antérieurs à la date du 14 décembre. Il dit qu'il ne se rappelle pas du document fourni par rapport à la dernière opération. Mais également, il dit qu'il n'a tiré aucun profit de cette opération-là.
Cependant, il a donné mandat au directeur de cabinet, donc le ministre Massoudou, pour qu'il puisse agir au nom de la SOPAMIN. Au nom de quoi un directeur de cabinet, qui est le fils du président de la République, peut agir au nom d'une société pendant que la société, c'est une nomenclature, elle a un PCA, elle a son conseil d'administration, il y a un directeur général et il y a quand même des directeurs et des agents qui animent cette boîte-là. On ne peut pas, si aujourd'hui c'est permis, ça veut dire tout simplement que au niveau de la présidence comme de la primature, les directeurs de cabinet peuvent donner des instructions à des sociétés, aller faire des opérations. Et ces opérations, vous savez, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à une république bananière. République bananière du moment où on peut aujourd'hui décider au niveau de la primature, qui est donc le coordonnateur de l'action gouvernementale, demander au ministre des Finances et aux autres ministres, écoutez, désigner des directeurs, donner leur tel montant à la fin de la semaine et qu'ils aillent dans les casinos en Europe jouer et amener le bénéfice à la nation. Voilà en fait de quoi il s'agit. Et là, donc, nous sommes dans une république bananière où on banalise l'activité de l'État, là où on banalise l'État lui-même, là où on banalise comment on appelle, le pouvoir en tant que tel, alors que un pays sérieux, une dépense ne peut se faire que lorsqu'elle est budgétisée. Lorsque ça ne suffit pas, on fait un collectif budgétaire. Cet argent n'a pas été budgétisé. Donc ça veut dire que chacun peut prendre de l'argent illicite, blanchi, verser ça au trésor, le blanchir et le récupérer comme il veut et aller le dépenser sans qu'il ne soit prévu cette dépense-là. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le peuple nigérien a droit au respect. D'abord de la part du ministre, qu'il doit dire toute la vérité. Également du côté de l'Assemblée nationale, qui doit tout le respect au peuple nigérien et de dire toute la vérité. On ne peut pas agir dans un pays, dans une institution avec deux rapports. Un rapport pour les 8 autres membres qui estiment que eux, ils sont de la majorité, quelle que soit la pression de Dieu est la meilleure. Le peuple a droit au respect, le peuple est plus fort que le président de la République, le peuple est plus fort que le gouvernement, le peuple est plus fort que l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui sanctionne. Ils doivent agir au nom du peuple et non laisser le président Soumana Sanda et l'autre député Jigo venir quand même étayer le peuple par rapport à la vérité. Parce que le document qu'ils ont sorti, le document de presse, c'est clair, c'est l'audition. Voilà, le ministre Hassoumi a reconnu. Mais du moment où il a reconnu, et que l'autre scandale, il dit qu'il s'est même trompé. Les 800 là qu'il a annoncé, le chiffre 800, il fait référence aux $800 000 et non à 800 millions de francs CFA. Je pense que même ça crée une confusion. Ça veut dire que pour la première fois, les princes sont en train de trembler. Ils sont en train de trembler, ils ont perdu les pédales. Moi, je pensais à un ministre très serein, parce qu'il a été convaincant lorsqu'il était à l'opposition. Lorsqu'il parle, il a une logique et il ne tremblait pas, il ne cherchait pas les mots. Mais cette fois-ci, vous sentez que le ministre cherche les mots, il n'en trouve pas. Et il n'en trouvera pas parce que tout simplement, le peuple a droit à la vérité. La vérité, c'est dire la vérité. Le peuple nigérien aujourd'hui, là, même la paupérisation, cette pauvreté-là, si le président de la République fait un message à la nation pour dire au peuple, avec tout le respect que j'ai pour toi, nous avons des difficultés, nous ne pouvons pas faire face à nos engagements pris. Le peuple nigérien est un peuple tolérant, il peut comprendre. Et le peuple va l'aider à aller de l'avant. Nous autres acteurs de la société civile, qu'on pense tout ce qu'on peut penser. La vérité là, c'est qu'on ne peut pas l'escamoter. Lorsque vous escamotez la vérité, au nom d'une miette, au nom d'un portefeuille, moi je pense que vous ne craignez pas Dieu et vous ne craignez pas vous-même pour vous-même, parce qu'il faut avoir peur pour soi-même. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui sans ce peuple-là? Le respect, le meilleur respect que vous puissiez avoir, c'est celui du peuple. Ce n'est pas le respect pour une personne qui vous a désigné ou pour un groupe d'individus pour lesquels vous êtes en train de faire de la servitude. Non, je pense que tous acteurs de la société civile, tous journalistes, nous devrons sortir pour dire non, d'arrêter de s'amuser avec le peuple, d'arrêter de dire la vérité au peuple. Maintenant, le rapport d'enquête ne veut pas dire qu'on va emprisonner X ou Y. Non, c'est pour sortir les éléments. Voilà dans quel genre de république nous sommes pour que le peuple nigérien puisse prendre ses responsabilités et désormais, quand on va aller aux urnes, qu'il sache à quel responsable il doit faire, pas à ces genres de responsables-là. Parce qu'aujourd'hui, les scandales, depuis que le président Issoufou a été élu, je pense que lui-même, il doit se rendre compte. Il n'y a jamais eu autant de scandales que de 2011 à 2017. Il n'y a jamais eu autant de scandales. Je pense que le tout premier scandale qu'on a connu, c'était un peu avant la démocratisation, en 1988, lorsqu'il y a eu l'affaire du détournement du siècle, 800 millions à la direction générale des domaines, et le responsable en ce moment-là, Sidibé Etienne, a payé parce qu'il était allé en prison pendant plus de 10 ans pour payer ça. Alors, je pense qu'après ce scandale, il n'y a jamais eu autant de scandales que sous la 7e République. L'arbre qui cache la forêt, ou qu'il ait deux rapports différents, je pense que la vérité, elle est déjà là. Du moment où Areva accuse son PDG adjoint de faire des mouvements illicites sur les comptes d'Areva. C'est ça les mouvements illicites. C'est-à-dire utiliser l'argent d'Areva pour faire du jackpot, pour faire le casino, trouver des bénéfices et servir des amis.
Déjà, eux, ils sont à ce stade-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Niger, quel que soit ce qu'on va cacher, c'est déjà parti. Areva va fouiller son nez, la justice française, le tribunal de grande instance de Paris va fouiller son nez dans l'affaire et on va trouver qui a fait quoi et pourquoi vous allez utiliser l'argent d'Areva pour faire des bénéfices sur le compte d'une société, faire usage de faux pour dire que même si c'est à reprendre, vous allez reprendre. Non, on ne peut pas gérer un État en faisant du bénéfice dans les casinos et puis venir faire face aux obligations de l'État. Non, on doit gérer l'État avec les ressources du pays et des ressources budgétisées. Je pense que le paradoxe est là et ce paradoxe-là, justement, c'est ça qui va enfoncer la 7e République dans toutes ces affaires. Parce que dès que vous arrivez à ce stade-là, où il y a division par rapport à un rapport d'enquête, je pense que la fissure est claire. La fissure est claire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de continuer. Moi, je pense qu'il faut continuer le combat dans le sens d'amener les gens à se rendre compte que tout ce que vous faites sortira. Et ça, ce n'est pas autre chose. Je vous le jure, c'est le serment coranique. C'est-à-dire que Dieu a juré, une fois que vous faites du faux, pendant que vous avez pris un engagement, Wallah, ça va sortir. Et c'est ça qui est en train de sortir. J'ai commencé par dire ça. Qui a sorti tous ces documents-là? Tous les documents qui sortent aujourd'hui, qui sont sur le scandale, en tout cas, ce n'est pas l'opposition qui va aller les fouiller, puisqu'ils sont dans des bureaux quand même scellés. C'est pas n'importe qui a droit au cabinet du président de la République, c'est pas n'importe qui a droit au cabinet du président de l'Assemblée ou au président ou à la primature. Donc ça veut dire que c'est à leur sein. Et lorsque une déconfiture commence au sein d'une majorité, je pense que le jeu est clair. Ça veut dire que tout simplement le peuple n'a qu'à garder son mal en patience, continuer à se battre. Dans tous les cas, la vérité finira par jaillir. J'aimerais d'abord que désormais, s'il y a une commission, qu'on fasse jurer chacun sur le libre sein de sa confession. Parce que personnellement, il y a rupture de confiance entre les parlementaires et nous autres. Rupture de confiance du moment où, quelle que soit votre précipitation, vous devrez travailler dans la collégialité. Vous ne pouvez pas isoler deux personnes pour faire un rapport et aller déposer. Ça, je pense que c'est malsain. Le peuple ne mérite pas ça. Deuxième chose, je pense qu'il n'est pas tard pour les membres de cette commission-là de reconnaître, de faire machine arrière et de venir faire le vrai rapport avec les députés de l'opposition pour que ce rapport-là soit un rapport unique, pour que ce rapport-là puisse connaître en tout cas une issue heureuse. Moi je pense qu'on n'est pas en train de chasser les gens pour les emprisonner, non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est de faire la lumière, c'est de savoir qui a fait quoi et de rendre l'État dans ses droits. Si vous avez commis une faute pénale, là c'est la justice. Ce n'est pas nous autres, ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il s'agit de l'argent de l'État, il faudrait le ramener. On le